Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La décision prise par le ministère du Pétrole de suspendre l'autorisation et l'implantation des stations-service dans la ville de Niamey continue à susciter des réactions. Après celle de quelques habitants de Niamey hier, aujourd'hui, nous vous proposons la réaction de l'acteur de la société civile et ancien gérant d'une station de service, El Hadja Salissou Amadou. On l'écoute. C'est quoi le problème? Auparavant, à l'arrivée de ces autorités qui sont actuellement en place, sont eux qui ont eu cette opportunité de donner des licences ou bien d'acceptation, d'implantation des stations d'essence. On donne à un seul individu plus de 200 stations. Est-ce que vous comprenez? Ils ont fait la politique politicienne, ils ont accepté à yeux fermés pour donner cette implication des stations-service un peu partout dans la ville de Niamey. Et que maintenant, les gens savent très bien que c'était une poudrière. En fait, c'est un problème, ça n'a pas été géré d'une manière lucide et d'une manière diplomatique. Les gens ont eu à faire une espèce de blanchiment. C'est pourquoi ces canaux d'implantation de ces stations-service ont été autorisés. Parce que toutes les stations, moi, parce que j'ai eu à gérer une station pendant plus de 11 ans, donc j'en connais quelque chose. Je ne dis pas les choses à l'air. Toutes ces stations qui ne vendent pas à peu près 100 000 litres dans le mois, c'est une station tout simplement, on le fait marcher comme ça. Or, quand tu fais le constat, il y a combien de stations aujourd'hui à Niamey qui font 100 000 litres dans le mois? Parce que quand tu fais le compte d'exploitation, quand tu vas enlever toutes les charges, mais tu vas voir à peine, tu vas trouver à peine avec 200 ou 300 000 en tant que gérant. Ça, je suis dit que ça veut dire que je te parle du point de vue économique et du point de vue l'apport que ces stations apportent à ces soi-disant qui ont eu à mettre ces stations en place. Donc, ce qui fait que c'est une espèce de blanchiment et le gouvernement qui, aujourd'hui, a fait en sorte qu'à yeux fermés, parce qu'ils ont un intérêt commun par rapport à ces distributeurs de ces stations, tout simplement parce qu'on a fait la politique politicienne et on a fait en sorte que ces stations-service ont été maintenant implantées. C'est comme ça que les stations-service ont été poussées comme ça à l'aveuglette. Donc ce qui fait qu'il n'y a aucune question du point de vue stratégique ou du point de vue, maintenant ça veut dire que mesures sécuritaires. La question du carburant, elle est purement stratégique dans la mesure où ça implique beaucoup de gens autour de la question. Donc ce qui fait que ça veut dire que quand le gouvernement a fermé les yeux, étant donné que ce sont leurs partenaires, ou du moins ce sont les acolytes, ou ce sont les gens qui, maintenant, ça veut dire qu'ils partagent un intérêt commun avec le gouvernement en place, si maintenant le gouvernement peut revoir sa copie par rapport à ce qu'il est en train de mener, sa politique, ça va de soi. Pour les gens, tellement, ça veut dire qu'aujourd'hui, noyer leurs ressources, et que maintenant ça veut dire qu'on peut arrêter par rapport à ça de fait, mais je vous dis que la question du fond, aujourd'hui, l'implantation de ces stations-service, ça concerne seulement la ville de Niamey. Aujourd'hui, quand tu vas, par exemple, à Difa ou à Zander ou à Agadez, mais aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'a pas interdit ça. C'est purement stratégique, c'est purement politique, c'est purement cette espèce de mafia qui ne dit pas son nom. Nous pensons que ça veut dire que le gouvernement va revoir sa copie en toute logique. Et puis, je vous donne la lecture de ce communiqué de presse du syndicat autonome de l'enseignement supérieur public SINASUP. Le communiqué est ainsi libellé. Face aux crises persistantes aussi bien au plan national qu'international, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur public SINASUP a fait le communiqué dont la teneur suit. Au plan international, le SINASUP constate avec amertume le resserrement de l'étau impérialiste autour de l'Afrique et surtout de l'Afrique dite francophone. La dernière mise en scène à travers le sommet France-Afrique maquillé au goût du XXIe siècle n'est que l'illustration parfaite de l'ardente obligation pour la France de maintenir dans l'esclavage moderne nos pays. Au plan régional,
Le SINASIP s'indigne de l'échec de l'élite politique dans la gestion du pouvoir d'État et particulièrement contre l'ingérence, la spoliation et le mépris hautain et indécent de la France engagée aujourd'hui dans une nouvelle politique de recolonisation au Sahel à travers l'implantation forcée des bases militaires au mépris des lois et de la souveraineté de nos pays. Au plan national, le SINASIP condamne les actes barbares et criminels qui frappent les paisibles populations déjà en proie aux aléas climatiques et placées sans défense face à des ouvriers du crime appelés djihadistes ou terroristes. C'est pourquoi, tout en dénonçant les accords de défense qui ne tiennent pas compte des intérêts et de la dignité de notre peuple, le SINASIP exige 1. Le départ sans condition des forces étrangères. 2. La traduction devant les juridictions nationales et internationales des auteurs des actes de génocide. 3. La présence accrue de l'État dans les zones en crise sécuritaire. 4. La mise à disposition des moyens adéquats et conséquents aux forces de défense et de sécurité pour bien mener leur mission de sécurisation de population et de leurs biens. Enfin, le SINASIP présente ses sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes, fait à Niamey le 12 novembre 2021. C'était un communiqué de presse du syndicat autonome de l'enseignement supérieur public SINASIP. L'Institut africain de technologie IAT a servi de cadre cet après-midi à une conférence de presse autour du thème « Les inégalités au Niger ». Le résumé de cette conférence avec Nafis Zakou et Ibrahim Abdou. Cette conférence publique sur les inégalités au Niger rentre dans le cadre du prolongement du lancement du rapport de l'indice d'engagement pour la réduction des inégalités UERI 2021 publié par Oxfam et Développement Finance International. Le choix de l'Institut africain de technologie pour abriter les assises de la présente conférence n'est pas fortuit vu sa qualité de temple de savoir et le monde de l'enseignement supérieur qu'il constitue. Le choix du cadre de l'IAD n'est pas fortuit. En effet, sa qualité de temple de savoir et le monde de l'enseignement supérieur qu'il constitue, comprenant les enseignants, chercheurs et l'auditoire composé de vous, jeunes étudiants, ont été des critères ayant prévalu dans ce choix. À travers cette cible intellectuelle, nous estimons que l'activité suscitera des réflexions fécondes sur la thématique et une prise de conscience vertueuse. Nous sommes convaincus que ce monde de l'enseignement supérieur est un allié de taille dans ce combat contre les inégalités au Niger. Le thème débattu au cours de cette rencontre est d'une importance capitale selon le représentant d'Oxfam Niger. Cette année, le rapport de l'IRI se concentre sur la fiscalité, la dette, le foncier, le travail sous-payé et de la manière dont cela alimente les inégalités au plan régional et mondial, qui sont davantage aggravées par le modèle économique en défaveur des jeunes, femmes et des filles marginalisées et pauvres. L'Afrique reste l'un des continents les plus inégalitaires, avec des concentrations de richesses et de revenus les plus extrêmes au monde. Faut-il le rappeler, l'Afrique de l'Ouest est une des régions du monde les plus touchées par l'impact économique du Covid, qui est un amplificateur d'inégalités. C'est pour toutes ces raisons qu'Oxfam au Niger travaille depuis près de 30 ans pour trouver des solutions durables à l'injustice et la pauvreté. Avec ses partenaires, à savoir l'Alliance de lutte contre les inégalités, ACI, Oxfam au Niger plaide auprès du gouvernement du Niger le renforcement de leur engagement à promouvoir une fiscalité progressive en augmentant les dépenses sociales, en investissant dans l'agriculture et en renforçant les droits des petits producteurs.
Tout au long de la conférence, les participants seront édifiés sur les inégalités dans une perspective des droits humains à travers le conférencier Ibrahim Diouri, juriste de formation et expert sur les questions des inégalités sociales au Niger. L'espace France Fanon de Alternative Espace Citoyen a servi de cadre à la 4e table ronde initiée par Alternative en partenariat avec un néerlandais Institute for Multiparty Democracy. Et c'était autour du thème jeunesse et politique au Niger, défis, enjeux et défis d'une participation accrue des jeunes à la vie politique. Le résumé avec Hamza Sakou et Halidou Pouraima. Tu n'as pas encore là, je te moque pas. On était en plein cours quand il a sifflé. C'est par ce sketch de la troupe alternative Espace Citoyen qu'a débuté cette 3e table ronde à l'endroit des jeunes. Une rencontre qui a été pour Alternative Espace Citoyen et son partenaire Institut for Multiparty Democracy une occasion de sensibiliser et inviter les jeunes sur leur implication en politique, enjeux et défis de leur participation accrue à la vie politique. Notre objectif, c'est vraiment d'accroître le niveau de participation politique des jeunes. C'est d'amener les jeunes à comprendre un peu vraiment les différents enjeux auxquels la politique aujourd'hui est confrontée. Notamment, nous invitons des chercheurs, nous invitons des acteurs politiques, nous invitons des organisations de défense des droits humains, et tout, en tout cas le monde politique et même les décideurs, pour pouvoir échanger avec les jeunes pour qu'ils puissent mieux s'impliquer afin de booster un peu la participation politique des jeunes. Une rencontre riche en contributions des panélistes qui, tour à tour, ont donné leur avis sur la thématique. La plupart de ceux qui se sont engagés dans les luttes politiques, qui ont créé les partis pour conquérir le pouvoir et participer à l'expression du suffrage universel, n'avaient pas d'argent en tant que tel. Et je me souviens, dans ce contexte, des premières élections démocratiques post-conférence nationale, la plupart des candidats à la députation au nom du parti actuel majoritaire au pouvoir ont dû être sponsorisés par le leader du parti parce qu'ils n'avaient pas le minimum même pour payer la caution qui n'atteint pas ce niveau. Les femmes se sont senties renforcées au point où elles se sont intéressées à la politique. Donc elles ne se sont pas engagées dans la politique d'un seul coup. Mais il a fallu quand même qu'à travers les groupements MMD, dans lesquels nous renforçons les capacités en matière de leadership, d'estime de soi, en matière de droits et devoirs des citoyens, en matière de participation politique et du système électoral, et qu'elles se sont vues intéressées à la chose politique. Et parce que tout simplement, elles ont plus ou moins acquis la satisfaction de leurs besoins pratiques. Pour elles, il s'agissait de s'intéresser à la satisfaction de leurs besoins stratégiques, parmi lesquels la participation politique. On est dans une démocratie oligarchique au Niger. C'est fondé sur l'argent. Ce sont les tares de notre société qui se retrouvent dans l'exercice de la corruption. Aujourd'hui, même pour être candidat dans un parti politique, il faut corrompre les dirigeants politiques. Il faut réunir ceux qui votent avant même l'instance qui désigne les candidats. Il faut lui graisser la patte. Il faut donner de l'argent. Je ne me fais pas d'illusions parce que même dans les plus grandes démocraties comme aux États-Unis et autres, les élections repose sur le nerf de la guerre qui est l'argent. Donc on ne peut pas aujourd'hui penser que du jour au lendemain, on peut se soustraire de cette pesanteur que représente l'argent. A noter que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme conjoint Alternative Espace Citoyen et Institut for Multiparty Democracy qui vise à outiller les jeunes afin de mieux s'engager en politique. Rendez-vous donc le mois prochain pour la 4e table ronde sur l'emploi des jeunes au Niger. Les membres de la coalition tournant la page en Niger de 8 régions du pays sont en atelier de formation depuis ce matin au siège de la dite coalition. 2 jours durant, les participants à cette formation vont capitaliser les acquis du projet Ensemble agir
pour la justice fiscale, la redevabilité des dirigeants et la démocratie au Niger. Le compte-rendu de Nafissa Yahya et Chebou Guissou. C'est dans le but de capitaliser les acquis du projet Agir ensemble pour la justice fiscale, la redevabilité des dirigeants de la démocratie au Niger que se tient cet atelier organisé par la coalition tournant la page TLP Niger et financé par Voice à travers l'ONG Oxfam Niger. Cet atelier de capitalisation qui marque la clôture du projet est d'une importance énorme, car il nous permettra de passer en revue l'exécution du projet. Cet exercice nous amène à un feedback afin de voir les réussites et les manquements faits lors de la mise en œuvre de ce projet. Ceci nous permettra également d'améliorer nos compétences pour les projets à venir. C'est donc un cadre d'échange et d'apprentissage qui nous est offert. À nous d'en profiter en apportant nos contributions, remarques, critiques pour en sortir avec une plus-value pour les... Cet atelier, qui rentre dans le cadre des activités régaliennes du renforcement des capacités des membres de la coalition TLP, est fortement salué par les femmes leaders. C'est quelque chose qu'on attendait depuis. Et je pense que c'est une très bonne occasion pour nous aujourd'hui de nous retrouver et d'échanger et de voir dans quelle mesure les femmes amèneront leur contribution pour un lendemain meilleur. À travers ça, on peut dire sortir que nous allons sensibiliser la couche féminine, si je peux le dire. Ce n'est qu'un début, ça va certainement évoluer, aller jusqu'à l'intérieur du pays. Sur la thématique, déjà, nous avons suivi des formations. Moi, personnellement, je suivi une formation sur la redevabilité des dirigeants et envers la population qui les a élus. Et je pense que c'est dans cette perspective qu'on va encore suivre une autre formation ou bien pour mesurer ce qui a été fait sur le terrain, s'il y a eu changement ou pas. C'est une très bonne initiative du moment où nous, on a fait un travail sur le terrain avant les élections. Et après les élections, au vu des nominations et tout ce qui s'était suivi là, vraiment, je trouve que c'est une opportunité parfaite pour dire ce qu'on a à dire parce qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. Les gens ont pris des engagements qu'ils n'ont pas honorés. Et là, on pense que TLP va nous donner l'essentiel pour aller encore sensibiliser la population sur ce qui n'a pas été surtout fait. Pour rappel, cet atelier qui durera 2 jours a regroupé les membres de la coalition TLP Niger de toutes les régions du Niger. Le comité de suivi de la première promotion à licence professionnelle au professorat de l'enseignement secondaire et la délégation générale des étudiants de l'école normale supérieure ont rendu public une déclaration conjointe ce vendredi. Dans celle-ci, les signataires exigent le recrutement direct à la fonction publique et sans discrimination de l'intégralité de 260 diplômés en sciences humaines et sociales et des 232 diplômés scientifiques. Un extrait de la déclaration avec Seydou Ganda Ibrahim, il est le vice-président du comité. Il vous souviendra qu'après le Conseil des ministres qui s'est tenu le 14 octobre 2021, présidé par son Excellence M. Bazoum Mohamed, une communication du ministère de l'Éducation nationale a fait cas du recrutement direct à la fonction publique des diplômés scientifiques de la promotion susmentionnée et du renvoi au service civique des 2 ans de diplômés en sciences humaines et sociales de la même promotion. Devant cette intention, synonyme de rupture d'égalité, le comité de suivi de la première promotion à licence professionnelle au professorat de l'enseignement secondaire et la délégation générale des étudiants de l'école normale supérieure tiennent à exprimer leur réel mécontentement. Pour rappel, les étudiants concernés ont tous suivi une formation professionnelle de 3 ans de 2017 à 2020. Une formation à l'issue de laquelle 492 parmi eux ont obtenu leur licence professionnelle et sont donc appelés à apporter l'expertise ainsi acquise à la promotion d'un enseignement de qualité au Niger. Il s'agit dans les détails
de 232 diplômés scientifiques des options maths PC, maths SVT, PC SVT et 260 diplômés en sciences humaines et sociales, dont 136 pour l'option français, histoire, géographie et 124 pour l'option français-anglais. Il convient de rappeler que ce profil de diplômés professionnels a été défini par l'État nigérien lui-même et entre en parfaite harmonie avec la politique éducative du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Bazoum Mohamed. En effet, dans son discours d'investiture du 2 avril 2021, son Excellence M. Bazoum Mohamed disait à propos de l'éducation: il est en effet impérieux et urgent de disposer d'enseignants professionnels maîtrisant les contenus à enseigner et les techniques d'enseignement et d'apprentissage. Depuis septembre dernier, les diplômés de l'ENS attendent impatiemment leur affectation dans les différentes régions pour embrasser la carrière enseignante. Il faut noter que les besoins en enseignants professionnels est si grand au Niger qu'une seule région du pays peut absorber l'ensemble de la première promotion à licence professionnelle au professorat de l'enseignement secondaire. La nécessité de recrutement de tous les diplômés LPPS sans discrimination tombe sous l'essence. Le comité de suivi de la première promotion à licence professionnelle au professorat de l'enseignement secondaire et la délégation générale des étudiants de l'école normale supérieure en appel au sens aigu du patriotisme et de justice du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Bazoum Mohamed, et du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Oumoudou Mahamadou, dont l'intérêt pour l'école nigérienne est connu de tous, de tout mettre en œuvre en vue du recrutement direct, sans discrimination, à la fonction publique de l'intégralité des 260 diplômés en sciences humaines et sociales et des 232 diplômés scientifiques de la première promotion à licence professionnelle au professorat de l'enseignement secondaire. Parlons de littérature dans ce journal. Dans son ouvrage Le piège du destin, l'ancien ministre de la Communication et de Nouvelles Technologies de l'Information du Niger, Salif Labo Boucher, a voulu rendre hommage à son épouse décédée en juillet 2003. Il explique que, je cite, « c'est un engagement que nous avons pris ensemble avec elle quand elle était malade de dire quelque chose sur sa maladie. » Détail dans cet élément du studio Kalangu. Il s'agit d'un hommage rendu à mon épouse, et hélas rappelé à Dieu en juillet 2003. Ça fait longtemps. C'est un engagement que nous avons pris ensemble avec elle quand elle était malade, de dire quelque chose sur sa maladie. Mais après la maladie, vous savez, c'est le destin de l'homme. Nous sommes tous sur la voie, chacun à son tour. Dieu l'a rappelé assez tôt. Pour moi, c'était assez tôt. Sinon, on aurait souhaité qu'elle soit encore ici à côté pour parler pas du piège du destin, mais de beaucoup d'autres choses, beaucoup de projets qu'on avait en commun, quoi. J'ai essayé de raconter la maladie, j'ai essayé de raconter la douleur de toute une famille d'abord, et puis de tous ses amis, ses collègues, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Ça a été très difficile pour moi de le faire parce que parler de la maladie de quelqu'un, d'un être qu'on aime, c'est pas facile. On ne peut pas oublier, disons, un compagnon. Un conjoint ou une conjointe, c'est très difficile d'oublier. Mais on s'adapte à la situation. J'ai voulu, disons, que ce document soit un peu utile aux gens, d'abord pour un peu prévenir certaines maladies,
Les femmes, par exemple, même les hommes, ils peuvent l'avoir, les cancers de sang, ils peuvent l'avoir. Les femmes, les jeunes filles, à partir de certain âge, je crois 40 ans à peu près, il faut essayer de faire des contrôles. Et après, il y a aussi cet accueil au niveau des centres de santé où un malade il a besoin d'être bien accueilli. Les premiers soins qu'un malade peut avoir, c'est d'abord l'accueil. Et il y a des problèmes à ce que je cherche, surtout dans nos pays, parce que c'est Dieu qui donne la santé. Ce n'est même pas le médecin, parce que le médecin, lui aussi, la preuve en est que voilà, elle aussi, elle est tombée. Elle est médecin, mais elle est tombée malade. Il y a deux choses qui sont très importantes dans la vie. On ne se rend compte que quand on les perd un tout petit peu. Il y a la santé, il y a la liberté. En tout cas, j'ai parlé de tous ces gens, toutes ces choses-là dans le livre et je souhaite que les gens auront du plaisir à découvrir. Certainement, il y a des cas similaires quelque part. Mais moi, c'est ce que je dis avec vraiment le sentiment d'avoir fait quelque chose que je dois faire. C'est un devoir, en fait, pour moi. Du sport avant de clore cette édition, un partout entre le Niger et le Burkina Faso dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe Qatar 2022. Pour la 6e journée, le Niger va recevoir le lundi prochain au stade général Séné-Kountché l'équipe de la Djibouti. À cette occasion, la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, a animé cet après-midi une conférence de presse sur les préparatifs. Le résumé avec Ismaël Moumouni. Séné-Kountché, le lundi 15 novembre prochain, la Djibouti, pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. À cet effet, la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, tout en respectant les normes de la CAF, s'active pour la réussite de l'événement. Nous avons des places limitées et nous avons pris des dispositions pour que ça soit un très bon match, compte tenu de ce qui s'est passé la fois passée. Vous avez vu ce qu'on a des supporters ou des compatriotes qui ne nous aident pas à organiser les matchs comme il le faut. Et ce sont des cartes et des tickets qui seront numérotés, puisque vous avez l'habitude de voir la tribune officielle ou les deux tribunes officielles est pleine. La fois passée, il y a même des gens qui ont dit qu'ils ont payé des tickets et n'ont pas eu accès. Tout ça là, on l'a corrigé et on va prendre des dispositions. Il y a de nos compatriotes, de nos supporters ou de nos amis qui falsifient des fois des billets d'entrée. Ça aussi, on a pris des mesures. Si on attrape quelqu'un avec un faux ticket ou une fausse carte d'invitation, on va les déférer. Parce que vraiment, il faudrait qu'on joue le football, puisque la CAF et la FIFA ne badinent pas. Tout est mis en place pour assurer la sécurité à l'extérieur, tout comme à l'intérieur du stade, comme en atteste le responsable de ce volet. Pour ce match du lundi, nous allons mettre les bouchées doubles. Je pense que c'est la dernière journée des éliminatoires. Et je pense que toutes les dispositions seront prises pour que nous puissions éviter ce qui s'est passé la dernière fois. C'est un public aussi restreint, donc je pense qu'il n'y aura pas de vente de billets le jour du match. Donc il faut que les gens s'attellent à aller se procurer leurs billets dans les différents points de vente avant le match, le lundi, puisqu'il n'y aura pas de vente le jour du match. Et nous allons veiller à ce que toute personne qui va se présenter au stade cette fois-ci ne peut avoir accès qu'au menu de son billet ou de sa carte d'invitation en main. Seules 2000 places sont autorisées pour cette rencontre dont le coup d'envoi sera lancé le lundi 15 novembre prochain à partir de 17h. La FENIFOOT rassure également les supporters que tout se fera dans la règle de l'art. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.